Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec vous à l'évêché de Saint-Denis, et de rencontrer une personne comme vous, compte tenu de votre autorité au sein de l'institution catholique, mais aussi votre expérience dans une région qui est très touchée par la crise économique et sociale, et puis aussi qu'on sait que vous avez aussi une autre expérience pour avoir exercé d'autres fonctions dans le nord de la France. Je pense ce qui fait de vous un homme d'expertise, et d'autant plus que vous avez, on croit savoir, aussi l'expertise économique, voire comptable, des situations. Et merci à vous d'être là aujourd'hui. Comme vous venez de le rappeler, nous sommes devenus un monde où tous les pays sont interdépendants. Enfin, plus aucun pays ne peut vivre en autarcie, à moins de vouloir se condamner, voire se suicider. Alors cette interdépendance, nous pouvons la vivre bien entendu de manière positive ou négative. Nous la vivons de manière négative quand chaque pays ou groupe de pays cherche son intérêt particulier, son intérêt propre, en cherchant à utiliser au mieux les autres pays afin d'atteindre ce but. Tout le défi du contexte de la mondialisation d'aujourd'hui est de vivre une interdépendance que je qualifierais de positive. C'est-à-dire comment chaque pays porte le souci des autres pays dans une perspective de développement et aussi de prospérité. Il ne s'agit pas uniquement de dénoncer le comportement déviant de différents pays du monde, dans le domaine économique, dans le domaine de la législation fiscale, etc., mais il faut encore inventer des comportements vertueux qui permettent à l'ensemble des pays de cheminer vers une plus grande prospérité. Et c'est là le défi majeur qui nous est posé aujourd'hui. Pour le dire de manière un peu plus globale et peut-être solennelle, je dirais qu'il nous faut inventer une mondialisation de la charité. Dans son exhortation apostolique, le pape François parle d'une mondialisation de l'exclusion, en nous disant qu'aujourd'hui, la mondialisation entraîne l'exclusion de plus en plus rapide des plus faibles et des plus pauvres. Et le défi, bien sûr, c'est de pouvoir contribuer ensemble à une mondialisation de la charité. Alors la charité, ce n'est pas qu'un vague sentiment, ce n'est pas qu'une vague compassion, c'est un moteur profond qui peut animer des personnes ou des groupes de personnes afin de travailler sur les structures nationales ou internationales pour qu'elles génèrent davantage de solidarité et de justice entre tous. Il est important de pouvoir s'interroger si les causes sont structurelles ou conjoncturelles, et surtout ne pas s'enfermer dans la dictature du moment ou de l'instant. Trop souvent, je pense que l'on réagit en pensant que tout se joue dans une perspective de court terme et sans envisager des solutions à moyen terme ou à plus long terme. Et j'en veux pour exemple cette manufacture d'orgue que j'ai visitée dans les Vosges, manufacture d'orgue qui a connu son point d'apogée économique au début du XXe siècle et qui aujourd'hui était menacée de disparition. Cette manufacture a été sauvée grâce à l'énergie d'un homme et d'une femme qui ont tout fait pour que ce savoir-faire ne disparaisse pas. Aujourd'hui, cette manufacture emploie 3 ou 4 salariés et le plus ancien des salariés est en train de transmettre son savoir-faire à un plus jeune. Visiter cette manufacture, c'est vraiment prendre conscience qu'un savoir-faire dans le domaine économique est très important. Ça vaut de l'or. Les dérives de l'argent aujourd'hui sont multiples. Vous avez parlé de la corruption. La corruption, bien sûr, il faut la dénoncer parce qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'elle fait vivre dans le mensonge. Or, le mensonge est destructeur de l'homme. On ne peut construire sa vie durablement sur le mensonge. Une vie heureuse, c'est une vie qui se construit sur la vérité, le bien, le bon. Ce n'est pas une vie qui se construit sur le mensonge et des pratiques déviantes. La corruption est mauvaise également, parce qu'elle fausse la concurrence, une juste et loyale concurrence entre les entreprises. Et donc elle menace les entreprises qui, elles, respectent les règles en vigueur.
elle fausse le marché. Voilà. C'est très dangereux. Et puis enfin, ne l'oublions pas, celui qui paye le prix de la corruption au bout de la chaîne, c'est le consommateur. Car l'argent de la corruption, il faut bien le trouver quelque part. D'où vient cet argent? Celui qui, au bout de la chaîne, paie le prix de la corruption, c'est également le consommateur. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il est important, essentiel, de dénoncer la corruption. On ne peut pas la tolérer en inventant des prétextes divers qui justifieraient l'injustifiable. Il faut donc dénoncer à temps et à contre-temps la corruption. Plutôt que de parler de mesures de rétorsion, j'aimerais que dans un premier temps, nous puissions d'abord dénoncer clairement les pratiques déviantes, mafieuses, qui sont encore aujourd'hui monnaie courante. Dénoncer clairement au niveau des institutions internationales. Et bien sûr, exercer une pression économique, diplomatique, pour que ces comportements puissent être modifiés et devenir des comportements vertueux. Oui, la nuance est très importante entre dénonciation et délation, puisque la délation, c'est effectivement dénoncer dans le but d'obtenir un résultat personnel ou de régler, j'allais dire, ses comptes avec une personne. Nous avons malheureusement connu cela à certaines périodes de notre histoire, tandis que la dénonciation, c'est vraiment dénoncer des comportements déviants qui sont pervers pour la société, sans attendre de résultats personnels en contrepartie. La dénonciation, il faut toujours le rappeler, la finalité de la dénonciation, ce n'est pas le règlement de compte. La finalité de la dénonciation, c'est de contribuer au bien commun, c'est-à-dire de permettre au plus grand nombre de personnes d'arriver à leur perfection, d'arriver à leur épanouissement dans tous les domaines culturels, économiques, sociaux. Ne pas donner d'emploi aux jeunes, c'est bien sûr les pousser dans toutes les dérives, dans ce que nous appelons quelquefois pudiquement l'économie parallèle, mais il s'agit bien du trafic de drogue et de substances illégales, enrichissement rapide, certes, mais destructeur également des personnes et de la société. Et puis priver les jeunes d'un emploi, ou tout au moins ne pas leur offrir d'emploi, c'est bien sûr leur refuser les moyens de fonder une famille. Vous voyez donc que le chômage des jeunes nous fait toucher à deux lieux qui sont générateurs de sens aujourd'hui. Le travail, lieu bien sûr où l'on a une activité professionnelle pour gagner sa vie, mais c'est le lieu également où notre vie prend sens pour les autres, ne l'oublions pas. Et puis le deuxième lieu, c'est la famille, qui est également le lieu de construction de la personne et lieu de sens pour la personne. Voilà pourquoi le chômage des jeunes est tellement dramatique aujourd'hui. Et je suis frappé dans mes déplacements en Seine-Saint-Denis, lorsque je croise des jeunes, de voir leur générosité. Pour peu que l'on sache les mettre en situation de se donner, ils se donnent. Les jeunes d'aujourd'hui, contrairement à ce que l'on dit quelquefois, ne sont pas uniquement préoccupés par la consommation. Cela, c'est une projection de notre société sur les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, ce qui les intéresse également, c'est de pouvoir se donner aux autres. Comment ne pas être accablé lorsque nous apprenons qu'une entreprise disparaîtra parce qu'elle a connu des problèmes de trésorerie liés parfois au non-règlement de certaines factures par ses clients. Nous sommes donc devant des causes conjoncturelles et non structurelles. Comment aider les entreprises à surmonter ce passage difficile pour qu'elles puissent maintenir son activité? C'est un exemple peut-être assez simple, mais un exemple qui nous aide à comprendre que le dépôt de bilan ou la liquidation des entreprises n'est pas toujours inéluctable. Nous avons des marges de liberté. Le tout aujourd'hui,
c'est de retrouver ces marges de liberté et bien sûr de les employer pour trouver des solutions. Encore une fois, arrêtons d'être dans une culture de l'instant, de l'immédiateté et du court terme. Oui, j'aime beaucoup cette expression que vous avez employée, désir d'éthique. Car je crois que ce désir d'éthique, il est plus ou moins présent en chaque personne humaine. Comment chaque personne humaine ne souhaiterait pas contribuer au vrai, au beau et au bien. Parce que nous en mesurons les enjeux, j'allais dire, tous les jours de notre vie. Il faut donc revaloriser ce désir d'éthique, en dire toute l'importance. Mais désirer l'éthique, c'est aussi un choix qui quelquefois peut être coûteux pour la personne, car l'éthique nous pousse toujours à sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres. Et sortir de nous-mêmes, c'est renoncer bien sûr à certains privilèges, à un certain confort de vie éventuellement. Voilà pourquoi il est tellement dur de passer du désir d'éthique aux actions éthiques. Car si l'éthique ne se traduit pas dans des actions concrètes, elle demeure de belles idées, mais aussi une belle illusion. Donc pour passer du désir d'éthique aux actions éthiques, il est important de prendre conscience qu'il nous faut sortir de nous-mêmes pour chercher le bien de tous, ce que la tradition de l'Église et d'autres traditions appellent le bien commun. Autrement dit, comment nous allons créer les conditions sociales pour que le plus grand nombre de personnes et de groupes puissent atteindre leur épanouissement, ou s'il faut prendre un autre mot, leur perfection. C'est là tout l'enjeu de l'éthique aujourd'hui. Faut-il préciser que tout homme religieux n'est pas parfait, mais qu'il est en chemin lui-même, et que sur ce chemin, il est appelé toujours à se convertir. Merci beaucoup. Merci également. Merci.